Vous écoutez Causerie d'experts, votre podcast dédié à la préparation physique et la préparation mentale pour les arts martiaux. Retrouvez chaque semaine un expert qui vous donne ses astuces pour vous améliorer. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube Corps et Esprit Martial, sur la plateforme podcast de votre choix, ou pour ne louper aucune actualité et avoir accès à nos ressources gratuites comme les 3 e-books écrits par 15 experts internationaux sur le thème 3 conseils pour faire évoluer votre pratique, ou encore votre méthode de souplesse dédiée aux arts martiaux et sports de combat, nous vous invitons à nous retrouver sur le blog Corps et Esprit Martial. Tous les liens sont en description. Bonne écoute! Bonjour à vous et bienvenue pour une nouvelle interview du blog Corps et Esprit Martial. Aujourd'hui et une nouvelle fois, nous recevons Kassem Zougari. Vous l'avez déjà vu sur une première interview sur le thème donc, de trouver son maître, trouver son école quand on est un débutant, avec des conseils qui sont très pertinents. Si vous l'avez loupé, on vous la remet là-haut. Mais aujourd'hui, on va parler de préparation physique, notamment dans le ninjutsu, pas uniquement. Parce que Kassem, vous l'avez bien vu, est quelqu'un qui a une culture très riche, une culture martiale très riche, une culture historique très riche, donc je pense qu'on va avoir encore beaucoup de choses à apprendre. Kassem, j'espère que tu vas bien toujours. Alors, est-ce que pour toi, il y a une préparation physique générale à faire pour un pratiquant de ninjutsu ou même d'une autre discipline? Le problème, c'est le mot préparation physique. Ça, c'est des données, c'est un terme moderne. Et on parle de préparation physique. Par exemple, il y a une recherche de performance, de résultats. Alors, je ne dis pas que dans les arts martiaux classiques, dont le ninjutsu, il n'y a pas de la recherche de résultats, bien entendu. Éliminer l'adversaire rapidement, recherche d'informations, etc. Il faut du résultat. Et pour ça, bien sûr, il faut qu'il y ait un corps qui supporte l'effort. Mais déjà, préparation physique, ça veut dire qu'il faut être prêt physiquement pour quelque chose qu'on n'est pas sûr qui va arriver. Donc, vous voyez, c'est un peu trop planifié pour quelque chose dont on n'a aucune connaissance. Parce que le vrai combat, le combat pour la survie, le combat pour tuer, ou même simplement un problème psychologique qui vient, le décès de quelqu'un, la perte de quelqu'un qu'on aime, un divorce, un enfant qui part, tout ça, quand ça vient, on n'est pas prêt. Et même si, d'accord, on aime quelqu'un, on sait qu'il souffre et qu'il va partir. Au moment où elle est plus là, elle est plus là. Ton papa n'est plus là, ta maman n'est plus là. La personne que tu aimais, qui te soutenait, qui te disait jamais arrête, tu saoules, tu vois, elle n'est plus là. Il y a que le silence. On n'est jamais réellement prêt, même si on pratique tout, même si on est un religieux, même si il y a un moment où la réalité nous met en face de nos faiblesses. Et donc, pour moi, la préparation phisique, c'est extrêmement complexe. J'ai des amis, comme Nordine Zenati, Moustapha Rasfa ou d'autres qui sont des grands champions. J'ai au Totov, Moustapha Youssef, qui est un champion de boxe thaï, qui, quand ils avaient un combat, paf, pendant un certain nombre de mois, quelquefois une année, parce qu'ils avaient une date, donc il y avait une échéance, il fallait être entraîné et il fallait que l'entraînement soit bien fait. Et au fur et à mesure de l'avancement des connaissances techniques, scientifiques. Alors, on va rentrer aussi dans tout ce qui est nutrition, on va rentrer dans une manière de s'entraîner fractionnée pour pas arriver complètement défoncé le jour du combat, etc. Donc, et on n'est pas seul. En général, tu as un entraîneur. Alors, il suffit de regarder, par exemple, on va dire les grosses pointures en MMA, ceux qui font beaucoup d'argent, ou même en boxe, ils vont s'entourer d'abord de sparring. Et il faut faire attention parce qu'en général, les blessures arrivent pendant le sparring. Tout ce qui est randonnée, tout ça, c'est là où il y a des blessures. Donc, ça en dit long sur la préparation physique. Ça en dit long aussi sur la notion de combat. Il faut aussi prendre, par exemple, le fait d'être blessé, c'est un combat. C'est un combat envers soi-même. Comment on va faire pour retourner et toutes les implications psychologiques qu'une blessure apporte, l'influence psychologique. Donc, préparation physique, c'est un peu difficile quand on se dit ce terme-là, ça y est, on rentre dans il y a un combat, il y a quelque chose à faire. Donc, maintenant, je pense qu'il faut savoir utiliser son corps. Pour moi, personnellement, déjà, la souplesse, c'est très important. Et il y a 2 types de souplesse, la passive et l'actif, il faut les deux. Mais il ne faut pas simplement une souplesse, simplement parce qu'on fait 2 ou 3 cours par semaine. Il ne faut pas faire une préparation parce qu'on fait 2 ou 3 cours par semaine. Il faut que ce soit quelque chose qui nous permette à nous, en tant que pratiquants, en tant qu'être humain, de se sentir bien. Donc, automatiquement, il faut que dans la préparation physique, il y ait cette idée de bien-être. Mais dans le bien-être, je dirais plutôt la santé.
Donc, il faut que ce soit quelque chose à la fois qui soutienne les techniques de combat étudiées et qu'il va falloir appliquer ou ne pas, espérons, appliquer, hein, et en même temps que ça nous supporte toute l'année au quotidien. Parce que si c'est pour faire une préparation physique, alors je m'entraîne, les pompes, les abdos, l'entraînement, les courses, les parties de sparring, et quand je reviens, je suis complètement naze. Moi, ça m'intéresse pas. Le genre de préparation physique qui me fatigue, c'est-à-dire qui prend mon énergie. Non, je préfère parler de conditionnement, d'un conditionnement bien spécifique. Et encore là, il faut faire très attention au terme conditionnement parce qu'il y a condition, hein, ça peut fermer. Un travail spécifique de certains muscles à partir d'une forme donnée. Moi, en ce qui me concerne, c'est 9 écoles que je pratique. Donc, il y a une forme bien spécifique, des armes bien spécifiques et donc une préparation spécifique à ça, qui devient quelque chose de naturel dans la manière de s'asseoir, dans la manière de marcher, dans la manière de parler, dans la manière d'utiliser n'importe quel outil, comment on s'assoit quand on écrit, comment on tape à l'informatique, comment on est assis. J'aime bien m'asseoir toujours d'une certaine manière où je suis toujours en tailleur ou en fudosa. D'essayer de limiter le fait d'être trop assis sur des chaises parce que le corps prend la forme de la chaise, donc automatiquement le corps prend la forme, c'est comme une éponge, on devient raide, hein, tu vois ce que c'est, avoir des élèves pendant 1 heure ou 2 heures, 3 heures dans une classe à leur enseigner, c'est pas possible, le corps n'est pas fait pour rester assis longtemps, pour rester debout longtemps, pour dormir longtemps, pour trop manger, tout ça, il y a un travail de juste milieu, d'harmonie à chercher, c'est pas facile, c'est parce qu'on est ce qu'on est, hein, on a nos faiblesses, nos tensions, etc., etc. Donc pour moi, une bonne préparation physique, c'est quelque chose qui travaille sur le physique sans le préparer, c'est-à-dire sans le préparer pour quelque chose, mais qui puisse faire face au quotidien. Tu tombes, tu as ta cheville qui, tu vois, le genre une petite entorse, et tout de suite t'es bloqué. Tout ce que tu pratiques à côté ne sert à rien si c'est pas capable de soutenir ça. Tu te fais mal en tombant ou en poussant une porte, tu soulèves quelque chose, t'as mal au dos, t'enlèves ta chaussure, t'as un lumbago. À quoi ça sert de pratiquer les arts martiaux? À quoi ça sert de pratiquer le sport? Si tu pratiques le sport pour te détruire, les arts martiaux pour te détruire, si tu fais une préparation physique qui va à l'encontre de la pratique, si on regarde dans les textes, dans les chroniques guerrières, les manuscrits, les gars, c'est pas de la salle tous les jours. On a tendance à croire qu'un guerrier pratiquait du matin au soir. C'est faux. Il y avait par exemple pendant 7 jours où il cherchait, il y avait un travail très poussé, mais ensuite il fallait arriver à trouver l'entraînement, la pratique dans la vie de tous les jours. Il faut que tout mouvement de la vie de tous les jours, dans la manière de s'asseoir, de manger, de parler, de discuter, il y ait de la pratique. Et à ce moment-là, on peut parler de pratique avec un grand P. Et c'est pratique. Maintenant, si je fais quelque chose, par exemple, j'aime bien faire des tractions, j'aime bien faire des pompes. J'aime bien. Mais bon, je ne vais pas faire allez, tiens, aujourd'hui on fait 100, demain 200, demain 300, 400. Ça, c'est pas mon truc. J'aime bien faire un petit peu tous les jours. Je veux que ça marche. Je veux que ça sert. Alors, bien entendu, il y a des personnes qui vont chercher un travail bien spécifique pour travailler des muscles spécifiques ou pour avoir une belle musculature, pour le côté esthétique. Je respecte, il n'y a aucun problème, c'est pas trop mon truc. Je respecte par contre, je sais qu'il y a un gros travail, il y a un gros effort derrière. Et dans le mot effort, il y a le mot fort. Il faut pas oublier ça. Donc voilà. Merci. Alors, en fait, la préparation physique, comme tu l'as décrit, globalement, c'est la même approche que l'on a sur le blog, hein, c'est-à-dire que on n'est pas forcément pour des gens qui ont des échéances, comme tu le disais, et on est vraiment sur le côté santé. Ce qui est marrant, c'est que tu as développé en disant la souplesse, c'est important pour toi. C'est d'ailleurs un des premiers trucs qu'on a fait sur le blog. On a proposé une méthode de souplesse active et passive pour les arts martiaux qui est gratuite. Très bien. On a un e-book, on va sortir la version 2 parce qu'on nous a demandé quelques infos en plus dessus, avec un programme vraiment adaptable au jour le jour. Mais voilà, vous avez une vidéo avec et un e-book, donc je me permets de le dire, c'est gratuit, c'est téléchargeable, c'est en lien bien, dessous. C'est vraiment bien. Et en plus, le fait que c'est gratuit, ça veut dire que c'est donné, donc c'est dans le don. Et quand c'est dans le don, c'est encore plus riche. Tout à fait. Voilà, donc on l'a fait avec le cœur, on l'a fait, voilà, donc c'est gratuit, comme les e-books avec 15 experts qui parlent, dont Léo Tamaki, dont on a déjà parlé, mais voilà, sur comment faire évoluer sa pratique, il y a 15 experts qui ont écrit, et donc voilà, c'est gratuit, allez vous servir, on vous met les liens en bas. Trêve de pub de notre côté, j'en profite pour dire qu'il y a ton e-book ton book pardon, qui est sorti, ton livre, Budo Show. Donc voilà, on tourne toutes les interviews d'affilée, donc je l'ai toujours pas reçu, mais je suis sûr qu'il est excellent. Donc on continue, et justement, donc tu disais, toi tu pratiques traction, pompe chez toi, t'aimes bien ça un peu.
quelqu'un qui débute le ninjutsu ou qui fait du ninjutsu, on va dire, depuis moins de 5 ans, qu'est-ce que tu lui conseillerais d'entraîner chez lui? Ouais, d'abord, travailler la souplesse. D'abord la La souplesse. souplesse est très important. Très important. La souplesse, c'est le maître clé. C'est la clé, c'est le maître. C'est les deux. La souplesse. Après, il faut une souplesse, il faut des muscles longs. Donc, il faut travailler la souplesse avec des formes. Il ne faut pas simplement, allez hop, je fais le grand écart, je travaille ceci. Il faut que la souplesse, on la retrouve dans le mouvement. Il faut qu'on la retrouve dans la manière d'être, la manière de se tenir. Donc déjà la souplesse. Ensuite, travailler bien sûr les formes, les techniques propres à l'école et d'essayer de travailler, de trouver le moyen de quand tu t'entraînes, quand la personne s'entraîne, que ce soit en ninjutsu pour n'importe quel style, que ça devienne pas un poids, mais que ça donne une envie. De le faire en musique, de le faire en regardant quelque chose. Il ne faut pas que ça soit toujours sous un même moule. Il faut toujours que ça soit modulable. Ça peut être la même chose, mais fait sous plusieurs angles. Ça amène au corps, ça enseigne au corps, ça transmet au corps et aux neurones et à tout ce qu'il y a dans le corps. Ça lui permet d'être toujours dans la variété, dans le changement, tout en cultivant quelque chose de très profond. Et ça, c'est important. Alors, comment on fait ça? Tout dépend de ce que l'élève a comme professeur, comment il est, qu'est-ce qu'il enseigne. Parce que bon, quand on dit ninjutsu, en général, on dit Bujinkan, donc c'est la grande organisation là-dessus. Chacun fait plus ou moins ce qu'il veut, chacun enseigne comme il veut, chacun va dire non. Voilà. L'idée, pour quelqu'un qui pratique les 9 écoles sérieuses correctement, je ne vais pas dire sérieusement, correctement, il faut qu'il soit capable de faire face à n'importe quel style, à n'importe quel partenaire. Donc, comment faire face à quelqu'un qui fait 100 kilos, quelqu'un qui est extrêmement rapide, quelqu'un qui est extrêmement belliqueux, quelqu'un qui est extrêmement vicieux, quelqu'un qui est très bon au jiu-jitsu brésilien, quelqu'un qui est très bon boxeur, quelqu'un qui est... Voilà, il faut pratiquer dans ce sens-là. Qu'on soit à la maison, seul ou quoi que ce soit, peu importe l'endroit, peu importe l'espace. Au contraire, s'il n'est pas capable de s'adapter à travailler dans une petite pièce, s'il a besoin d'être dans la salle, s'il a besoin de matériel, s'il n'est pas capable de s'entraîner avec peu et de faire géant avec peu, c'est très loin de l'idée du ninjutsu et encore moins celle du bujutsu ou du jitsu, etc. Donc pour moi, c'est ça. Ce serait d'abord la souplesse, travailler à faire des petits renforcements, savoir au moins porter, tracter son corps. Le minimum. Savoir se tenir sur la pointe des orteils quand on fait des pompes. Vraiment, comme ils font en Weichai par exemple. Savoir des choses très simples. Alors très simples qui sont à la portée de tous. Maintenant, on veut toujours compliquer les choses, pensant que voilà, j'ai besoin de ça, pour faire ceci, pour faire cela. Pourquoi pas? Chacun son approche. Chacun son approche. Et ensuite, après, il faut questionner l'approche. Pourquoi on s'approche, de quelle chose on s'approche, et la longue durée, parce que ce qu'on cherche, c'est le long terme, c'est même le très très long terme. Le très très long terme. L'infini, si c'est possible. Il faudrait espérer, mais on n'y est pas encore. En disant l'infini, c'est bien, parce que comme ça, déjà, il n'y a pas de plafond. C'est ça. Il n'y a pas de plafond. Toucher l'infini, bon courage. Toucher le fond, encore bon courage. C'est très arrogant, dire ouais, voilà, j'enseigne les techniques, j'ai terminé les techniques du niveau profond, ce qu'on appelle Okuden. J'ai fini les techniques du Okuden. N'importe quoi, ça. C'est d'une arrogance totale, sans savoir. Oui, tout à fait. Merci pour ce retour. Voilà, c'est très 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 enrichissant. Tu as parlé tout à l'heure de groupes musculaires spécifiques à des fins spécifiques, etc. Est-ce que selon toi, dans les pratiquants d'arts martiaux traditionnels, avec les guillemets qu'on peut mettre, on va dire classiques, voilà, ceux qui vont pratiquer des écoles plus classiques, à but non sportif, à but non... je me perds mes mots, sans championnat ou des choses comme ça, est-ce qu'il y a un groupe musculaire ou des groupes musculaires qui seraient oubliés, tu trouverais ça dommage, quelque chose, voilà, une zone musculaire qui serait oubliée? Quand tu regardes un petit peu comment ça se passe, par exemple, en karaté, par exemple, ou en judo, en général, bien sûr, il y a des pratiquants de karaté qui ne sont pas tous pareils, mais en général, le travail des hanches. Il n'y a pas un art martial qui se dit classique, qui ne fait pas comme dans les sports de combat modernes. Et c'est là la rupture. Tu vas pratiquer quelque chose de classique qui pensait la physionomie
et l'utilisation du corps complètement différente du sport. Tu vas pas avec des techniques de sport sur un champ de bataille porter une armure. Tu peux pas, ça va pas marcher parce que il y a les contraintes de l'armure, il y a les contraintes du combat, les contraintes du fait que tu vas mourir ou rester en vie, les contraintes de l'arme. Donc automatiquement, il faut un type de muscle, enfin une musculature et une utilisation du corps qui est bien spécifique. En kenjutsu, par exemple, dans l'art du sabre ou dans l'art du bat, par exemple, une chose simple. 95% des écoles de Yai et de Ken. Je suis gentil, je dis 95%. Alors, certains vont dire oui, mais nous, on fait différent. Ouais, mais pratiquent tous avec la main droite devant et tiennent le sabre comme ceci. Hein 95%, c'est toujours avec la main droite devant et rarement les deux mains. On fait rarement les deux mains. Alors, quelquefois, il y a des techniques où tu vas utiliser la main gauche. Des techniques, mais une ou deux techniques sur l'ensemble d'une pratique d'un droitier, c'est pas grand-chose. Donc, tu es en train de créer un antagonisme physique. Quand tu regardes toutes ces écoles classiques qui sont nées, qui se disent, qui se targuent, hein, qui remontent et qui disent oui, on remonte à tel maître, tel shogun, tel daimyo, quelquefois telle divinité, hein, mais on pratique que de la droite. C'est du jamais vu, ça, sur un champ de bataille. Tu vas me dire, la personne, attends, je me suis blessé à la droite, je reviens demain ou après-demain, j'attends que ça guérisse. Non, ça se passe pas comme ça. Il faut que tu sois capable d'utiliser n'importe quelle arme de n'importe quelle main. Donc, tu dois pratiquer des deux mains. Tu dois pratiquer les deux mains, tu dois pratiquer les deux jambes. Bien entendu, le fait qu'on est droitier, il y a un point fort. Eh ben, quand on est pratiquant et qu'on cherche le sens du mot pratique, la pratique veut qu'on pratique des deux côtés, qu'on essaye d'avoir un équilibre entre les deux, et tout en sachant que, en général, quand le moment du combat arrive, c'est pas avec la main droite que tu vas y arriver, c'est pas avec ta meilleure technique. En général, c'est toujours le côté que tu utilises le moins qui risque de te sauver. C'est toujours le côté moins qui risque même de t'étonner. En d'autres termes, c'est malheureux de voir que, par exemple, dans les arts martiaux classiques, par exemple, si je pratique le Ken de l'école Itoryu, Shinkagiryu, Katori Shintoryu, peu importe le style, ou même l'épée dans les arts martiaux chinois, on travaille que la main droite. Moi, je travaillerai des deux mains. Ce que je fais de la main droite, je le fais de la main gauche. Obligatoire. Ce que je fais du pied droit. Alors déjà, ça va t'amener à travailler d'un point de vue musculaire de cette manière-là. La deuxième manière, ça c'est une chose qui se travaille de moins en moins. Bon, bien sûr, un boxeur va travailler les deux, mais s'il est droitier, ce qui serait bien, c'est qu'il travaille la droite comme il travaille la gauche. Et ne pas dire, de toute façon, comme j'ai ma main droite, c'est ma droite, ça sera elle, j'ai plus confiance en elle. Oui, on a plus, c'est ça le problème, c'est dès qu'on met plus de confiance dans un corps où on doit avoir confiance en tout, l'histoire et l'expérience montrent que ce qui arrive, c'est toujours le contraire. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est de travailler ce qu'on appelle les muscles profonds. Les Japonais appellent ça ina masal ou chisa kinniku. Les muscles profonds, c'est tous ces muscles. Alors, c'est la différence des muscles superficiels. Hein. Les muscles superficiels, c'est ce qu'on peut travailler, par exemple, en bodybuilding. Les choses qui sont visibles et qui demandent beaucoup d'entretien et beaucoup de travail pour les garder, sauf si, bien entendu, on a une génétique qui se prête plus facile aux muscles. Les muscles profonds, c'est tous ces petits tendons muscles qui tapissent, qui sont entre les os, entre les colonnes vertébrales, qui te permettent, par exemple, de garder la tête qui ne tombe pas, qui travaillent contre la gravité. Donc, des muscles qui sont profonds, puissants, extrêmement puissants, et qui vont avec la gravité. Donc, ça serait, par exemple, tous les muscles au niveau des chevilles et des pieds et des orteils, tout ce qui est dans les genoux, tout ce qui est dans le dos, les muscles du dos. On sait que, alors là, c'est pour rebondir dans certaines chroniques militaires, notamment Zobyo Monogatari, où on parle donc de voir si tel ou tel guerrier est bon pour le combat. Donc il se dénudait et on regardait ses jambes et son dos. On ne regardait pas les bras ou les biceps, le dos. Intéressant, le dos. Alors, bien sûr, il y en a qui vont se tenir droit, qui vont mettre aussi la ceinture, qui vont marcher. C'est pas ça. C'est un muscle bien spécifique, surtout au niveau des omoplates et au niveau aussi de tout ce qui est autour de cage. Voilà. Et les jambes. D'ailleurs, de toute façon, quand on lit n'importe quel densho, donc makimono, c'est ashikoshi. Donc, traduction, jambes, hanches. Mais c'est pas les hanches en rotation. Et même quelquefois, on dit que jambes. Parce qu'au Japon, dans certains densho, tout ce qui est écrit à partir avant Edo, on ne fait pas la distinction genoux, chevilles, hanches, etc. La jambe.
puisque c'est la première chose qui va te permettre de t'enfuir. Eh oui, tu vas pas travailler les hanches. On court pas avec les hanches. Hein. Faut bien on va voir n'importe quelle personne qui fait de l'athlétisme, pas avec les hanches. Pas avec les hanches. Donc, c'est les jambes qui font le mouvement. Et donc, c'est ces muscles-là qui sont, à mon sens, à travailler et qui vont nous permettre de tenir. Parce que après tout, c'est encore les jambes. Quand tu vieillis, c'est là où on voit, quand tu vois les mecs qui ont atteint un certain âge, qui arrivent à 70, 70 et qui continuent à faire des choses très bien, 80, c'est parce qu'il y a eu un travail sur les jambes et sur le dos intéressant, profond. Voilà. Bien sûr, c'est ce qui nous structure, qui nous fait nous tenir droit, oui, je te rejoins. Tout à fait, tout à fait. Oui, donc, éviter tout ce qui est explosivité. Enfin, j'ai rien contre, mais déjà, le mot veut tout dire. Hein. Quand tu veux travailler en explosivité, ça explose. Ce que tu utilises aussi explose. Alors oui, peut-être que tu exploses la tête de ton partenaire, mais peut-être que tu vas aussi exploser dans la foulée ta main, ton genou, voilà. Bien sûr. On avait fait justement une petite vidéo pour expliquer que, notamment quand on travaille l'explosivité, la première chose, et ça je me permets de faire le rappel, la première chose à faire, c'est d'avoir de bonnes chaussures. Je mettrai le lien là-haut. Oui. Mais s'il y a un matériel à avoir pour s'entraîner, tu me dis si t'es contre, hein, mais pour moi c'est les chaussures, des chaussures de qualité pour éviter d'abîmer les genoux, les jambes. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, imagine-toi avant, ils n'avaient pas de chaussures. Ils avaient ce qu'on appelle les sandales de paille, qu'on appelait walaji, avec simplement, comment ça s'appelle, peut-être le gros orteil, et pas toujours des tabis. Pas toujours des tabis. Tabis, c'est venu bien après. Donc déjà, il y a ça, le contact avec le sol. Hein, ça, c'est très important, ça, quand on dit. Alors maintenant, il suffit de changer, que tu travailles sur le bitume, tu fais pas les mêmes roulades. Hein, les roulades qui existent en judo, qui n'ont jamais existé dans toutes les écoles classiques, ça n'existe pas, ce genre de roulade. On le sait maintenant. Ils le savaient avant, hein, mais bon. Il y a beaucoup de choses qui n'existent pas. Savoir tomber, c'est une chose, hein, mais il faut vite se relever. Il ne faut pas rester au sol. Surtout quand tu as une armure ou quoi que ce soit. C'est très lourd. Il faut faire attention à tout ça. Donc là aussi, il faut un certain type de muscle. Hein. Les muscles qui vont te permettre de supporter les chocs, de travailler contre le choc. Tout ça, ça se travaille. Et je pense que normalement, quand on a une discipline, en ce qui me concerne, dans les 9 écoles, il y a tout, mais chaque discipline a créé, hein, donc alors du fondateur et chaque maître, hein, si on parle du linéage comme ça, va apporter sa pierre à l'édifice, à la technique qui a déjà été montrée, et chaque technique a un but, une fonction, et normalement, il faut travailler le corps en fonction de ce but et cette fonction. C'est une de nos interviews qui portera justement sur l'évolution des pratiques au fil du temps. Donc, on va revenir dessus. Vous inquiétez pas parce que je suis sûr que Kassem a beaucoup de choses à dire sur cette évolution-là. Petite question de curiosité. Tu disais on faisait pas de roulade autrefois quand on chutait. Est-ce qu'on claquait les chutes aussi? Mais non, jamais. Il faut comprendre d'abord ça, c'est quelque chose qui vient du judo. Enfin, qui vient du judo. Est-ce que Jigoro Kano l'a enseigné comme ça? Est-ce qu'il a écrit un article sur ça? Il faudrait voir. Mais qu'on regarde les densho du Kitoryu Jujutsu, Tenshin Shinryu Jujutsu et tous les densho qui ont été écrits auparavant, ça n'existe pas. Première raison qui est pas explicite, elle est implicite, c'est le problème du réflexe. Quand tu pratiques un style quel qu'il soit, que ce soit du karaté, du judo, de la boxe, du jiu-jitsu brésilien, tu vas créer un réflexe. Tu vas créer un réflexe. On va utiliser le mot de stigmate. Je sais que là-dedans, c'est plus quelque chose qui a rapport avec la théologie, mais bon, tu crées des stigmates. Tu vas créer donc des réflexes. Tu as les réflexes du karatéka, les réflexes de l'aïkidoka, les réflexes du gars qui fait du kendo, les réflexes du gars qui fait de la rue, les gars, etc., etc. Le judoka, par exemple, à force d'apprendre, pendant 5 ans, tu apprends qu'à chaque fois quand tu chutes, tu as la main qui fait ça. Le jour où tu chutes, le jour où tu tombes, la première chose qui vient, c'est le réflexe, c'est l'automatisme qui a créé ton corps. Donc, tu peux tomber dans la rue et tu vas faire ça. Alors, certes, ton corps va bien absorber, mais imagine-toi, tu fais ça sur du bitume, il y a, je sais pas, une bouteille de verre, ou il y a l'angle du trottoir. Eh ben, le corps qui absorbe, oui, il absorbe, mais comment il absorbe? Très important. Donc ça, non, malheureusement, non, il faut faire attention. Tomber, se relever, éviter, faire en sorte que le contact avec le sol soit le minimum possible. Le minimum possible. Donc, il va toucher, le corps va toucher, mais comment il va toucher et comment il va arriver au sol. Donc, l'idée de ukemi ici est très profonde. Ce qu'on utilisait comme terme dans les écoles classiques, c'était ukabumi, donc le corps flottant. Hein, donc, le corps flottant, c'est comment il reçoit.
De la même manière, quand on parle de Jodan Uke en karaté, ou d'ailleurs c'est un terme qui vient à la base de l'art de la lance, du naginata, et de l'art du sabre. Donc Jodan Uke, c'est réception haute, pas dire blocage. Ça a été traduit par blocage, c'est-à-dire réception, parade. Et il y a plusieurs types de réception. Il y a Uke Nagashi, Uke Tori, Uke Harai, Uke Utsu. Donc, différents types. C'est de la manière si on veut balayer, pousser, absorber, prendre, dévier. Tout ça, c'est des manières de recevoir. Hein. Dans le mot recevoir, il y a le mot voir. C'est intéressant. Donc, c'est voir quelque chose qui vient. C'est comment le corps voit. Hein. J'aime beaucoup. Donc, non, ça n'existait pas. Ça a été rajouté à des fins éducatives. Et ça, c'est ce qui va à l'encontre des arts martiaux. Dans les arts martiaux, il n'y a pas d'éducation, dans le sens où on l'entend. Il ne faut pas oublier que Jigoro Kano, c'est le premier qui va créer le terme de Tai-Iku, donc l'éducation sportive, l'éducation corporelle. Hein, ce qu'on nous, on va appeler l'éducation sportive. Les arts martiaux, ce n'est pas de l'éducation sportive. Il y a une culture dans les arts martiaux, oui. Une culture du corps, oui. Une culture de l'esprit, oui. Une vision du monde, oui. Mais qui n'est pas faite pour l'éducation massive. C'était un groupe bien spécifique parmi les guerriers qui arrivaient à s'élever à ce niveau-là. Pas tous, malheureusement. Heureusement, je ne sais pas. C'est une bonne question qu'il faut se poser, mais on aurait beaucoup de temps pour y répondre. Enfin, ça prendrait beaucoup de temps pour y répondre, je pense. Est-ce qu'il y a quelque chose du point de vue physique, qui te dérange, que tu vois dans les salles d'entraînement et qui te dérange, que tu dis ça peut être dangereux pour le corps, je ne le ferai pas comme ça? Un exercice, une position qui est prise Alors, je ne vais pas dire que ça me dérange, parce que si ça me dérange, c'est vrai que je serais touché émotionnellement, tu vois. Oui. Je dirais plutôt j'ai mal pour la personne. Et d'un autre côté, tu ne sais pas si tu vas voir la personne, je dirais écoute, là, quand tu le fais, tu vas te faire mal, fais-le plutôt comme ça, voilà. C'est toujours difficile. Bien sûr. Je pense que tout ce qui se fait au détriment du respect du corps, donc tout ce qui se fait à outrance, tout ce qui est recherche de frappe, tout ce qui est recherche d'efficacité nuit l'efficacité qu'on recherche. Voilà, je le répète encore. Tout ce qui va chercher à vouloir être efficace, à vouloir s'imposer. Parce que l'efficacité, le mot c'est effet, c'est créer un effet. Voilà. Il faut que cet effet mette tout le monde au diapason. Maintenant, on a tendance à, si c'est fort, c'est efficace, si c'est brutal, c'est efficace, si c'est violent, c'est efficace. Non, la violence, c'est la violence. La brutalité, c'est la brutalité. C'est pas parce qu'on est brut qu'on est efficace. Et c'est pas parce qu'on est fort qu'on est efficace. Quelqu'un peut être physiquement fort parce que ses gènes sont fortes, mais il ne peut ne pas être efficace. L'efficacité, c'est vraiment quelque chose, c'est basé sur de la précision, c'est basé sur des choses qui sont d'une logique implacable. On ne revient pas contre ça. Ça pénètre, ça rentre, ça touche. Point. Voilà. C'est très difficile. Moi, tout ce qui pourrait pas me choquer, mais ce qui me fait mal, c'est sincèrement qui me fait mal, mais je dors très bien, hein, pas de problème, c'est de voir une personne faire des exercices qui vont le détruire physiquement, qui va travailler comme ceci, comme ça, qui va mélanger les styles, par exemple, parce que dans son style, il n'y a pas ce qu'il faut. Alors, aller en systéma, aller en jiu-jitsu brésilien, aller en capoeira, mélanger tout ça pour... Il n'y a rien de mal, hein, mais c'est trop de mélange, en général, ça amène à l'indigestion, si ce n'est pas la diarrhée. Donc, il faut faire attention et faire attention aussi que quelquefois, le corps, même s'il a des facultés incroyables, qu'il y a c'est la machine suprême, le corps. Il suffit d'ouvrir un muscle, si on a la chance de faire un peu d'anatomie, de regarder comment ça fonctionne. On ne peut être que respectueux et humble devant un miracle d'ingéniosité. C'est impressionnant. On ne parle même pas du cerveau. Et on parle même pas du cerveau. De la circulation sanguine, de la manière dont les choses se réparent d'elles-mêmes sans qu'on le sache. C'est-à-dire inconsciemment. Tout le travail des systèmes végétatifs, de tout le travail de tout ce qui est l'inconscience. C'est incroyable. C'est incroyable. Et on va détruire ça en faisant n'importe quoi sur un makiwara qui est mal fait, en faisant n'importe quoi sur un sac de frappe, en faisant n'importe quoi en voulant levant les jambes très haut, j'ai aimé ça aussi, en disant n'importe quoi, en mélangeant n'importe quoi, en mangeant n'importe quoi, en faisant croire qu'étant végétarien ou ci ou cela, ça apportera. C'est bon. Je pense que, encore une fois, il y a beaucoup de chemins qui peuvent nous aider à mieux nous comprendre, à mieux nous chercher, à mieux pas nous trouver, mais à mieux s'approcher de quelque chose, et que les erreurs
si elles sont bien réfléchies, j'appelle ça des erreurs correctes, Mm. nous amènent à mieux grandir et à mieux aider, surtout à aider, à être plus utile aux autres. Maintenant, si c'est pour être défoncé et enseigner aux autres à se défoncer encore plus, mais c'est malheureusement l'image des arts martiaux en général. C'est à nous de la faire changer. C'est ce qu'il faut se dire. C'est pour ça qu'on fait des interviews. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais, le mot faire changer, c'est lourd. Mm. En général, quand on veut changer une personne, ça marche pas. Ça vient de soi-même, Mm. n'est-ce pas? Les interviews, comme tu dis, c'est de donner la parole aux gens, de donner la parole à plusieurs personnes, experts ou pas. Moi, j'aime pas trop le terme d'expert. Je me sens même pas expert moi-même. Je me sens un pratiquant tout simple, quelqu'un qui essaie de pratiquer, qui essaie de mettre en pratique. Si ça peut aider et si ça peut être utile, mais foncièrement utile, tu vois, foncière et pas utile dans le sens ornementation, tu vois. J'ai des grades, je suis ici, je suis comme ça, j'ai rencontré un tel, c'est comme si. Non, vraiment aider, tu aides et t'es utile et t'as aidé, tu pars. T'attends pas le retour. T'es utile parce que c'est utile pour l'être humain en général. Ah, ça pour moi, dans ce sens-là, l'art martial a quelque chose d'intéressant. Oui. Si c'est pour autre chose, ça m'intéresse pas. Pareil pour la religion, pareil pour toute discipline. Si c'est utile, profondément utile, et qu'il n'y a pas de recherche de reconnaissance. D'ego. Une recherche de satisfaire l'ego, oui. Voilà. Je comprends. Le fait que ce soit utile déjà, c'est déjà reconnaissant. Mm. Si c'est utile déjà. Mais merci, parce que ça l'est, je pense. N'hésitez pas à le remercier en commentaire, à lui laisser un petit mot ici sur ses réseaux. Enfin, n'hésitez pas à lui dire que c'est utile, parce que, bon, moi, si vous aimez, c'est bien. Déjà, moi, j'aime. Donc, déjà, t'en as satisfait. Hein. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'opposé que tu voudrais voir fait plus souvent dans les salles d'entraînement, dans quelque chose que tu dis, ça pourrait être justement utile pour tout le monde? L'effort. Il faut de l'effort, n'est-ce pas? On a besoin d'efforts. Il faut faire des efforts. Le problème, encore une fois, c'est le mot fort. Alors, c'est vrai que l'effort te rend fort, mais en même temps, il peut te rendre abruti. Donc, être dans une salle, dans un dojo, être avec des amis, je pense que ce qui serait intéressant, c'est quand on pratique ensemble, c'est toujours d'essayer de s'entraider. Mais vraiment être dans l'aide, pas être dans l'aide pour être le chef, pour se montrer être le sensei, ou dire voilà, non, mais c'est comme ça qu'il faut faire, ou être dans l'aide simplement pour se montrer qu'on a de la connaissance. Alors que la vraie connaissance, elle dépasse tout ça. Elle n'est pas ornementative, la connaissance. La connaissance, elle est gratuite. La connaissance, elle est dans l'air. La connaissance, elle est partout. Je pense que quelque chose qui serait bien de voir, c'est l'entraide. Ouais, l'entraide. Plus d'entraide. Oui, plus d'entraide. Plus d'entraide et pas, on va pas dire pas de l'aide dirigée, dans le sens je vais l'aider parce que, voilà. Ah non, mais une aide vraiment bienveillante. Voilà, une aide bienveillante. Voilà, c'est pour la personne. Elle vient à ton cours parce qu'elle va apprendre quelque chose pour son style à elle. Prends, vas-y. C'est une super tente, tu as une invitation, tu as un magnifique banquet. Écoute, je suis invité, je trouve que la nourriture chez toi est très bonne. Ça ne te dérange pas que j'en prends pour aller manger avec mes amis? Mais vas-y, prends. Ce que tu fais avec, c'est ton problème. Voilà. Par contre, n'oublie pas une chose, quelquefois, elle peut être bonne à cet instant-là, mais au moment où tu vas la mélanger avec autre chose, ça peut faire un problème. Donc, je te mets en garde. Et fais attention, c'est tout. Et reviens quand tu veux. Je comprends. En ce qui me concerne, c'est comme ça que je l'ai appris, c'est comme ça que je le vois. C'est très, très intéressant. Encore une fois, merci beaucoup. On arrive encore à la fin de cette deuxième interview. N'hésitez pas à le remercier, à aller sur ses réseaux, à partager ses contenus, à acheter son livre, à partager cette vidéo si elle vous a plu. Comme d'habitude, on va terminer avec les deux questions. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose ou un thème que tu voudrais développer en plus qu'on n'a pas abordé dans cette interview sur la préparation physique, sur le rapport au corps? Ça peut... Oui, non, bien sûr. Non, je pense que non, tout est bien. Tout est bien. Je te remercie. Non, sincèrement, tout est bien. Tout est bien. J'aurais voulu parler plus précisément. De quel thème tu aurais voulu parler plus précisément? De développer plus le principe de préparation physique. Qu'est-ce qu'on entend par là dans les arts martiaux? Parce que on a tendance à croire, et j'étais le premier à croire, qu'un guerrier pratiquait du matin au soir. Les guerriers se mariaient, ils avaient des enfants, ils avaient des contraintes, il y avait beaucoup de choses. Il y avait ça.
Et en comprenant ce contexte, il fallait voir. Alors, il y a aussi quelque chose de culturel. La Chine n'est pas le Japon. Déjà dans la manière de s'asseoir, dans la manière de s'asseoir, la manière de voir les choses. Hein. Il y a bien sûr une influence. Au Japon, c'est une culture du sol, comme tu la retrouves en Afrique. Et quand tu t'assois par terre, en Hanza, Fudoza, donc toutes ces Seiza, etc., tu vas développer déjà une manière de te relever qui utilise le corps dans son ensemble, ce que nous, on n'a pas, ou on a perdu, qui n'existait pas en Europe, parce qu'on est sur des chaises, on utilise des choses. Tu vois, on utilise. Et donc, le corps, qui est une éponge, qui absorbe, à force de s'asseoir sur des choses qui sont moues, tu deviens mou. Tu restes sur des choses qui sont raides, ben, tu deviens raide, tu deviens dur, et même ton caractère devient comme ça. C'est pour ça que même au jour d'aujourd'hui, on dit faites du mouvement, faites de l'exercice. Oui, hein, parce que mais c'est trop d'exercice, tu l'exercices, tu t'uses. Donc, il faut trouver dans quelque chose, dans la préparation physique, qui prépare à tous les jours, qui prépare à l'inattendu. Ça, c'est à mon sens quelque chose d'extrêmement important dans les arts martiaux classiques. Donc voilà, tu vois, ce contexte culturel de pouvoir s'asseoir au sol, de comprendre comment tu vas te lever, tout ça s'articule et soutient la pratique quotidienne. Par exemple, tu vois, les soarigata, le fait de s'asseoir au sol, tu en as beaucoup en jiu-jitsu. Quelques-uns en judo, non, je crois pas, c'était ramené plus tard, mais en jiu-jitsu classique, que tu parles de l'école Takeno Uchiryu, qui est l'une des premières écoles dont on a des documents à partir de 1580, qui sont donc historiquement authentifiés, jusqu'à la fin Edo, tu vas avoir beaucoup de techniques où la personne sont assises à genoux. Tu trouves aussi ça en Aikido, la forme, là, Yaigoshi, qu'on appelle, même en Katori Shintoryu, qu'ils appellent ça Yaigoshi. Donc, tu as des formes, on appelle aussi Tatehiza, où tu es assis sur la plante des pieds, d'accord. Ces formes-là, il faut développer quelque chose. Tu remarqueras, et alors là, regarde bien, ça c'est simplement un petit élément. Beaucoup de personnes qui pratiquent du Jiu-Jitsu ou du Nihon Taijutsu, et je te parle des anciens, ou même en judo, et même au Japon, même, ne pratiquent plus les techniques où il faut s'asseoir en seiza. Beaucoup de pratiquants de karaté ne le font plus, parce qu'ils ont mal aux genoux, parce qu'ils ont... Alors attention, je ne suis pas en train de dire que voilà, c'est des nuls ou quoi que ce soit. Les blessures les ont amenés à ne plus pouvoir faire une partie importante de ces techniques qui t'amènent à développer ton corps et avoir une préparation physique naturelle au jour de tous les jours. Peu de personnes arrivent à tenir le seiza pour des raisons. Voilà. Alors on va dire oui, mais non. Culturellement, on n'a pas besoin de ça, c'est bien quand on est au Japon qu'on est au dojo. Non, ben non. C'est comme si, par exemple, tu priais simplement quand tu vas à la synagogue ou à l'église ou à la mosquée. Non, il y a un moment, si tu veux que ta pratique soit pratique, il faut qu'elle soit dans tous les jours. C'est ça la préparation physique. C'est exporté aussi au quotidien. Au quotidien. Je comprends. Très, très, très intéressant. Merci beaucoup. Tu vois que tu avais quelque chose à développer en plus. C'est toi qui m'as amené ça. Hein. J'y avais pas pensé. C'est la question qui l'a amené. Hein. Si on avait encore plus de temps, mais déjà tu en consacres beaucoup, mais je suis sûr que tu pourrais y consacrer 50 heures de podcast passionnant. Ah, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et toi, tu as une question à me poser sur le thème de la préparation physique, une question qui... Alors, oui, dans l'école Mushinoyu, est-ce qu'il y a une préparation physique type ou bien est-ce que c'est donc laissé au choix de l'élève? Alors, ça... On a la chance et la malchance d'avoir le fondateur, le Soke, en vie. Ça veut dire que ça évolue, parce qu'il est dans la recherche aussi. Et il a essayé plein de choses. Et il a essayé, par exemple, de mettre en début de cours des exercices spécifiques, de voir si ça apportait un plus ou pas. Parfois, il les remet, parfois pas. On n'a pas quelque chose d'obligatoire. Aujourd'hui, on n'en a pas. Mais par contre, il a une chose sur laquelle, quand il forme un instructeur, il est très insistant. La technique est un outil pour forger le corps et pour forger le mental. C'est à travers la technique, on va développer des aptitudes physiques, de l'équilibre, de la vitesse, de la force. Et il faut aller dans ces points-là. Et quand l'élève est assez avancé, et qu'on a vu qu'il y avait un manque, un creux, par exemple qu'il avait des gros problèmes d'équilibre, il ne faut pas hésiter à le guider. Et c'est vrai que moi, c'est ce qu'il a fait avec moi, par exemple. Il m'a guidé quand je manquais certains points, il m'a dit va pratiquer telle discipline ou essaye de faire tels exercices.
Donc voilà, c'est vrai qu'il a cette approche, il a été au Krebs, un formateur au Krebs et des choses comme ça, donc il a toujours cette recherche. Il a étudié de manière scientifique. Voilà, il a étudié de manière scientifique avant, et voilà, il est toujours là pour nous guider si on a besoin en tant que nous, enseignants. Mais il y a cette approche, mais en même temps, il ne la rend pas obligatoire. Il la rend... mais elle devient obligatoire au bout d'un moment, je pense, pour un pratiquant dans notre école. Il y a un moment où en fait on est tellement large avec peu d'heures de pratique si on s'arrête aux heures de dojo qu'il faut compléter à l'extérieur, donc soit par des exercices spécifiques ou voilà. Donc, elle n'est pas obligatoire, mais il y en a une qui sous-tend entre guillemets notre travail. Je ne sais pas si je réponds à la question. Non, si, parce que moi, on se pose besoin de questions. Qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que je regarde? C'est que souvent la préparation physique, comme le style, forge l'individu. Et par exemple, tu reconnais un judoka, tu reconnais un karatéka, tu reconnais un boxeur. Et encore une fois, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des cibles potentielles. Si on parlait de combat, si on veut vraiment parler de combat, maintenant je sais que tu es un pratiquant, donc je sais comment tu vas réagir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler de manière à te prendre dans les zones qui ne sont pas les tiennes. Et ce qui rappelle encore cette histoire d'automatisme pour les chutes, etc. Comme tu as l'habitude de travailler d'une certaine manière. Donc, si tu travailles toujours en sundomé, la fameuse attaque où tu t'arrêtes à quelques points, etc. Ou si tu t'entraînes, par exemple, quand tu fais un étranglement à quelqu'un, tu le tiens, mais tu sais que dès qu'il frappe, tu lâches. Tu es conditionné. Même si la technique est dangereuse, tu es conditionné. Donc, la technique n'est plus dangereuse. La personne peut feinter. Tu m'étrangles, tu fais « Ah, excuse-moi !» Il arrête, boum, je le frappe. C'est pour dire comment quelqu'un peut jouer avec les règles. Donc, le conditionnement, qui est important et intéressant, est en même temps aussi la faiblesse. Le point, le point faible. Je comprends. C'est pour ça, souvent, je voulais simplement savoir. S'il se laisse libre, c'est ça qui est bien. Oui. C'est bien, c'est pas obligatoire. Il a montré des exercices et comme c'est en évolution, c'est toujours en recherche. C'est bien ça. Oui, c'est bien. Après, ça demande, c'est ce que je disais, ça demande d'être vigilant en tant qu'instructeur. Oui. Ça demande une autre vigilance. Mais c'est passionnant. C'est le Zanshin, ça. Voilà, le Zanshin, exactement. En tout cas, je te remercie pour cette nouvelle interview. Merci pour le temps que tu consacres à tous nos abonnés, à tous nos auditeurs. Tout le plaisir est pour moi. L'honneur est pour moi. Non, l'honneur est pour nous. L'honneur est mutuel. L'honneur est mutuel, partageons-le. Merci beaucoup. À vous de jouer, partagez. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Vous connaissez tout ça, vous le faites très bien. Merci à tout le monde et à très vite. Tchou bye. Merci d'avoir écouté Causerie d'experts, votre podcast proposé par le blog Corps et Esprit Martial. N'oubliez pas que si l'on crée le contenu, c'est vous qui le faites vivre. Si vous avez aimé les conseils de cette interview, n'hésitez surtout pas à partager, liker et commenter pour qu'un plus grand nombre y ait accès. Si vous écoutez ce podcast sur une plateforme qui le permet, nous vous invitons à vous abonner et à activer les notifications pour ne louper aucune sortie. On vous dit à très vite, tchou bye.